Je m'appelle Claire Marin, je viens d'une famille assez modeste, mais où on avait une espèce de respect pour la culture et l'école, c'est ça qui m'a pas mal poussée. Je me suis pas mal ennuyée quand j'étais petite, du coup, comme beaucoup, c'est un peu banal, mais je me suis réfugiée dans la lecture. Et c'est l'univers qui m'a un peu soutenue pendant longtemps. J'étais une élève assez sérieuse, studieuse. J'ai fait un cursus scolaire assez classique, on peut dire. J'ai fait une classe prépa et une classe prépa littéraire, à la suite de laquelle donc, j'ai intégré Normal Sup en philosophie. Et puis après, j'ai suivi le chemin qui était en quelque sorte tout tracé. Et je me suis pas trop posé de questions, donc j'ai passé les concours qu'il fallait passer, l'agrégation, et puis j'ai fait ma thèse, puisque c'était ce qu'on attendait de nous. C'est à Paris tout ça? À Paris, à l'École normale supérieure, et puis les études à la Sorbonne. Et j'ai travaillé en thèse sur la philosophie française, sur la question de l'habitude, la notion d'habitude. Ravesson? Ravesson comme figure centrale, et puis tous ceux qui, par la suite, ont réinvesti sa pensée, parfois un peu en la trahissant, mais donc Bergson, Ricoeur, et jusqu'à Derrida, qui écrit un texte où il mentionne Ravesson. Donc l'idée qui m'intéressait, c'était de voir quels étaient les rythmes du corps, les rythmes de la pensée, ceux qui sont spontanés, qui viennent de nous-mêmes, et ceux qui sont contraints par l'extérieur. Et puis avec l'idée peut-être d'un rythme propre qu'il faut réussir à déployer. Dans l'idée de s'exprimer. pardon. Ouais. Dans l'idée de contrainte, il y a l'idée d'automatisme aussi. Oui, alors ça, c'est comme ça qu'on a beaucoup interprété l'habitude, comme quelque chose d'assez négatif, qui nous replie sur une modalité unique et qui limite finalement notre façon de fonctionner. Mais ce que Ravesson montre bien, c'est qu'il y a un versant très positif de l'habitude, qui facilite les mouvements, qui accélère la pensée, qui rend le pianiste virtuose. Donc c'est aussi ça l'habitude, c'est créer en nous une sorte de nouvelle spontanéité qu'on a initiée. C'est cette idée-là que j'aimais bien, qu'on puisse finir par intérioriser complètement quelque chose qui au départ est une décision de la volonté, jusqu'à en faire une seconde nature. Ça veut dire créer, inventer une petite différence au sein de la répétition. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, on peut faire le lien avec Deleuze, évidemment, qui était dans les auteurs aussi que j'ai rencontrés à cette occasion. Et alors, les habitudes du corps, c'est aussi les mauvaises habitudes. Le terme de maladie, ça veut dire mauvaise habitude, étymologiquement. Et après ma thèse, j'ai pris plusieurs décisions assez importantes, je crois. D'abord, je suis allée enseigner en lycée, ce qui n'allait pas de soi. J'aurais pu sans doute m'acharner pour avoir un poste de maître de conférence à l'université. Pour plein de raisons, beaucoup qui étaient personnelles, je suis allée enseigner en lycée général et technique. Et puis, j'ai continué à écrire, mais de manière peut-être, en tout cas j'espère, moins académique. Et j'ai écrit sur ce qui devenait absolument nécessaire pour moi de traiter, c'est-à-dire justement sur cette question de la maladie. Parce que ça touchait à des problématiques personnelles. D'abord parce qu'il y avait toujours eu des malades autour de moi, dans mes proches. Et après parce que moi-même j'ai été rattrapée par cette expérience et que j'étais très frustrée de ce que la philosophie en disait. Il me semblait qu'on passait un peu à côté, que les textes de philo en faisaient plus un symbole ou une métaphore, comme dit Sontag, plutôt que de l'analyser comme épreuve existentielle à part entière. Ce que la littérature, à mon sens, faisait mieux. Et alors, il y a eu un petit doute dans ce parcours un petit peu tracé à l'avance. C'est après l'agrégation, je me suis posé la question de commencer des études de médecine, qui était une idée que j'avais toujours eue en tête,
après le bac, je me sentais pas assez... comment dire? J'avais l'impression que j'étais pas assez forte en sciences, que j'y arriverais pas. Ce qui, rétrospectivement, sans doute était faux. Donc voilà, il y a eu toujours cette hésitation chez moi entre l'intérêt que j'avais pour la médecine et la passion pour la philosophie et la littérature. Et finalement, ces intérêts ont convergé une fois que j'ai été libérée, si je puis dire, de mes obligations vis-à-vis de la thèse, du parcours du normalien typique. Et là, je me suis mise à écrire sur ce qui était une vraie nécessité. On pourrait presque dire que l'écriture était vitale. Et je me suis autorisée des modalités d'écriture qui n'étaient pas seulement celles de l'essai universitaire. Donc, j'ai publié 2 livres en même temps. Un qui était un récit qui s'appelait Hors de moi, qui était vraiment un témoignage en première personne des moments les plus critiques en fait, de la maladie. Le but, c'était quand même d'essayer d'en parler, pas au nom de, mais pour tous les malades, c'est-à-dire sans s'enfermer dans les caractéristiques d'une pathologie spécifique, mais en essayant de mettre en évidence les types d'épreuves que le malade rencontrait dans son parcours, quelle que soit la pathologie dont il souffre. Tu parles beaucoup de ta maladie, des malades, mais aussi beaucoup des médecins. Ils sont d'ailleurs pas très très bien jaugés, si je puis dire, Ouais. dans Hors de moi. Alors, dans Hors de moi, on a un récit qui est vraiment celui de, je crois, la sidération de celui qui est plongé brutalement dans le milieu hospitalier et qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui est face à un langage opaque, face à un ensemble de signes qui ne comprend pas et qui a, oui, l'impression d'être maltraité. Humilié même. Ah oui, oui, il y a quand même des situations qui continuent à être humiliantes, il y a des formes de nudité qui ne sont pas nécessaires, il y a une manière de nommer les patients, le diabétique de la 12, ou des choses comme ça qui ne sont pas très respectueuses. Et puis, il y a aussi une certaine pratique qui fait qu'à un moment, quand on est à l'hôpital, on est face aux médecins et puis face à tous les petits étudiants en médecine qui sont là. Donc tout d'un coup, il y a 10 personnes dans notre chambre, on expose nos difficultés, notre maladie, c'est parfois très impudique. La situation même du patient hospitalisé est assez humiliante, même si c'est pas toujours fait exprès. Il y a quand même de nombreuses situations où ils se sont un peu dépossédés, dans une situation indigne. Donc c'est vrai que dans Hors de moi, il y a quelque chose de la colère, de la violence ressentie en premier abord. Et puis dans les autres textes, j'ai aussi essayé de changer de perspective, parce que les soignants m'ont dit « mais nous aussi on souffre, nous aussi on est confrontés à la violence des patients, aller en soins psychiatriques, aller aux urgences un samedi soir, vous verrez que les patients nous insultent, sont violents, etc. » Il y a aussi toute la violence des études médicales, hein, qui sont des études extrêmement éprouvantes, avec des formes de bizutage, une hiérarchie au sein de l'hôpital qui est aussi très paternaliste et très archaïque, à mon sens. Et puis le corps du patient malade, c'est agressif. C'est-à-dire que quand on est confronté à la réalité des corps atteints d'une pathologie, on se rend compte que c'est très très différent de ce qu'on voit sur les beaux atlas d'anatomie. Donc le premier choc, je pense, pour un étudiant en médecine, c'est ça, hein, c'est de découvrir la réalité des corps malades, vieillissants, mal soignés, maltraités depuis des années. Le choc aussi des corps d'enfants malades. Et puis aussi, à l'hôpital, c'est toute la misère sociale qui s'expose. C'est-à-dire pour les étudiants en médecine qui ont longtemps été des étudiants qui venaient de milieux sociaux plutôt favorisés, même si ça change, hein, tout d'un coup, c'est découvrir un monde de la misère sociale, la réalité de la situation sanitaire des migrants. Tout ça, ça se retrouve à l'hôpital. Et le soin, dans ces cas-là, il n'est pas seulement médical, hein.
toute façon, il n'est jamais seulement technique et médical, mais il faut quand même avoir bien en tête que les hôpitaux gèrent un certain nombre de problèmes qui ne sont pas de leur ressort. Donc là, on a aussi une réalité très violente auxquelles sont confrontés parfois très brutalement ces étudiants en médecine. Donc par la suite, j'ai essayé de développer ces différents types de souffrances pour montrer que la violence, elle n'était pas seulement subie par le patient, mais aussi par les soignants. Et d'ailleurs, les soignants sont l'une des catégories socio-professionnelles qui abusent le plus de drogue, d'autant qu'ils y ont un accès plus facile que la majorité d'entre nous. Le taux de suicide est aussi très fort chez les soignants. Donc on voit bien les effets de cette violence subie au cours d'une carrière. Dans les rencontres, il y a les rencontres littéraires, je dirais, et les figures philosophiques. Dans les textes littéraires qui m'ont vraiment marquée, qui m'ont aidé à comprendre des choses que je disais de mon parcours sans réussir à expliquer pourquoi je disais ça de moi. Il y a Annie Ernaux, dont l'œuvre a vraiment été assez décisive dans la compréhension de certains mécanismes de violence sociale. Et puis j'ai eu la chance après de la rencontrer en la faisant venir dans mon lycée. Et c'était vraiment impressionnant de voir l'énergie de cette femme, sa détermination constante à défendre les droits des femmes. Je me souviens, c'était un moment où la question du droit à l'avortement était remise en cause en Espagne, je crois. Et l'énergie qui dégageait de cette femme un peu frêle, mince, etc., c'était fabuleux. Et puis philosophiquement, j'avais commencé ma thèse avec Dominique Janicot, qui était une grande figure de la philosophie. Donc je travaillais avec lui et malheureusement il est mort. Malheureusement il est mort. Et malheureusement il est mort avant la fin de ma thèse aussi. Et du coup, comme à Nice. Ouais, à Nice, sur le chemin de Nietzsche, qu'il faisait souvent avec ses étudiants. Et comme c'était le moment où moi-même j'étais malade, c'était les pires conditions pour finir une thèse. Mais heureusement, cette thèse que j'ai réussi à finir dans des conditions un peu difficiles, cet exercice que j'étais prête à qualifier de vain et d'année perdue a été sauvé par le fait qu'il y ait au moins une personne à l'avoir lu, c'est Frédéric Worms. Et à partir du moment où on s'est rencontrés pour préparer cette soutenance, c'est un philosophe qui n'a jamais quitté ni mes lectures, ni mes réflexions avec lesquelles j'ai un grand plaisir à travailler. Il se trouve que notre intérêt pour le soin nous a rapprochés par la suite. On a travaillé aussi tous les deux sur la philosophie française, mais par la suite, on a été amenés à créer ce séminaire sur le soin, à lancer une collection, qui est sa collection au PUF sur le soin. Et dans cette équipe, il y a aussi une autre interlocutrice de grande valeur, très précieuse, c'est Céline Lefebvre, avec laquelle, effectivement, j'ai des échanges toujours très stimulants sur la relation thérapeutique et qui a elle-même une pratique assez fabuleuse de la pédagogie auprès des étudiants en médecine, puisqu'elle s'appuie sur des extraits de cinéma, des extraits de films, pour analyser les situations de la relation thérapeutique. Et c'est toujours d'une grande finesse, d'une grande intelligence, et je crois que c'est très précieux. Moi, je le fais avec la littérature, et elle s'empare du cinéma d'une manière très intelligente.